Moi, je connais le contexte en France, je connais le contexte en Belgique, où le prix des plants est souvent pas très cher. J'ai vu les pépinières où on peut acheter des plants. Je continue de croire que c'est une meilleure idée, une meilleure stratégie de faire ses propres plants. Peut-être qu'il y a certains plants, comme les poireaux, qui valent moins la peine, mais pour le reste, là, mon opinion, c'est préférable de les faire soi-même. Surtout pour nous que c'est une période de l'année où on n'a pas de travail. Moi, au mois de mars, là, si je ne fais pas ça, je fais quoi? Je lis un livre, mais ça fait déjà 2 mois que je lis un livre. J'ai hâte de travailler. OK, la planification de la production. Ça, c'est une des parties que, sur notre projet, je considère que c'est une des plus importantes. Puis ça se fait en 4 étapes. Puis aujourd'hui, c'est pas d'aller dans les détails. Puis il pourrait y avoir des formateurs ou des fermiers parmi vous qui avaient des systèmes beaucoup plus complexes, beaucoup plus évolués avec des chiffriers Excel, etc., des grilles. Moi, ce que je veux voir avec vous, c'est vous expliquer la logique. C'est une logique qui est bien simple. Puis quand on comprend la logique, après ça, on est capable d'opérer n'importe quel chiffrier, etc. OK, ça va? Fait que ça se fait en 4 étapes pour nous, la production. Ça se fait premièrement à l'hiver, quand on a pris une pause de la ferme, un recul, ce que je juge absolument essentiel, capital, fondamental, nommez-le, d'être capable de prendre une pause de ce qu'on fait, de changer les esprits, d'aller faire des vacances dans le sud où il fait soleil et chaud, ça fait vraiment du bien, quand on peut se le permettre. Puis aussi de juste comme recommencer avec un peu de fraîcheur la saison. Pour moi, d'avoir une coupure, dans la nature, il y a des saisons, il y a des coupures. Puis il y a une raison pour ça. Fait que moi, je pense que c'est une bonne idée d'essayer de suivre les rythmes de la saison, d'arrêter, puis de recommencer avec l'énergie du printemps. Moi, je trouve que c'est super intéressant. Puis l'hiver, c'est le moment pour nous où on fait la planification de la saison. Donc, la première chose qu'on fait, c'est qu'on détermine nos objectifs financiers. Et chaque planification que moi et Maud Hélène, on a fait depuis 10 ans, commence par cet objectif-là. Une fois qu'on a déterminé ça, après ça, à partir de notre objectif financier, on va déterminer la production. Après ça, une fois qu'on a déterminé la production, essentiellement, on a répondu à la question quoi produire et en quelle quantité et quand partir chaque chose. On fait notre calendrier culturel, celui que je vous ai montré et que j'ai expliqué dans le jardinier maraîcher. La dernière étape, c'est de faire un plan des jardins pour s'assurer que chaque semis a sa place. Vous n'avez même pas besoin de prendre des notes, hein, c'est tout dans le jardinier maraîcher. Juste suivre le flow, s'assurer que vous comprenez et que c'est logique pour vous. Donc, quand on détermine notre production, ce qui est bien quand on fait des paniers, c'est que ça nous permet de concevoir la production en termes de panier. Et puis ça, ça ne reflète pas totalement la réalité, mais ça l'aide drôlement. Fait que nous, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on concevoit tout en termes de paniers qu'on va faire. Donc, vous avez vu hier qu'on faisait, mettons, 140 paniers, puis on faisait 2 marchés fermiers. Pour l'exercice aujourd'hui, nous autres, on calcule que ça vaut, mettons, environ 200 paniers. Fait qu'on calcule les marchés comme si c'était des paniers. Parce que, essentiellement, on va vendre pas mal la même chose dans cette semaine-là que ce qu'on met dans nos paniers. Ça, comme je vous dis, ça ne reflète pas la réalité totale, mais c'est une bonne façon de planifier la chose de toute manière. Je ne connais pas de meilleure alternative, disons-le. Après ça, on va déterminer que chacun de nos paniers qu'on fait à chaque semaine va avoir une valeur de 25 $. Puis qu'on va livrer pendant 22 semaines. Okay? Quand on fait cet exercice-là, essentiellement, on vient déterminer sa production. Et si on fait le calcul, on arrive pour cet exemple-là à 110 000 $ de revenus. Puis on connaît nos marges. Puis les marges que je vous ai données hier, là, les fermes que je connais qui fonctionnent sont un peu sous le même modèle que le nôtre, donc faible mécanisation, pas beaucoup de main-d'œuvre. La plupart des investissements ont été faits avec du outil manuel, etc. Donc le coût de production ressemble souvent à ça. C'est pas juste ma ferme. Aux États-Unis, il y a des études qui ont été faites sur ça, whatever. D'autres, on le connaît, notre coût, c'est environ ça. Donc on arrive à notre salaire familial, net, qui va être environ 50 000. Là, c'est à ce moment-là qu'on se dit, hey, ça marche-tu pour nous, ça ou pas? Là?
50 000, est-ce qu'on y arrive? Est-ce qu'on est capable de payer les frais d'hypothèque? Est-ce qu'on est capable de payer tout ce que ça nous coûte vivre? Est-ce qu'on est capable de mettre de l'argent de côté pour la retraite? Est-ce qu'on est capable d'investir pour l'éducation de nos enfants? Est-ce que ça ne marche pas? Si ce n'est pas assez, là, il faut soit revoir ces éléments-là, soit augmenter le nombre de paniers, soit augmenter la valeur des paniers, soit augmenter le nombre de semaines, soit se trouver une job à l'extérieur. Mais il faut qu'on le sache d'avance. On ne regarde pas ça de l'année d'avant pour se dire ça n'a pas marché, qu'est-ce qu'on fait? On veut anticiper qu'est-ce qui s'en vient. OK? Fait que là, nous autres, mettons, pour les fins de l'exercice, on se dit qu'on est satisfait avec ça, on arrive à l'enlever, avec 50 000 $. OK? Oui? Tu dois faire des investissements. Est-ce que c'est dans les 50 000? Non, les investissements, ils vont aller dans les charges. Tu vas les amortir. Nous autres, on a fait souvent l'erreur de payer nos investissements comptants en se disant on ne veut pas s'endetter. C'est une erreur. Parce qu'un investissement, c'est un bienfait que tu te donnes sur plusieurs années. Donc, c'est illogique de tout prendre les sous une année. C'est mieux d'emprunter puis d'amortir ça sur plusieurs années. Acheter un nouveau tunnel du Versailles. Ben, OK, mettons que ça me coûte en haut de 10 000 $, là, je vais faire un prêt sur 5 ans, puis à chaque année, je vais payer un petit peu, ça va aller dans mes 55% de coûts d'opération. Puis ça aussi, c'est à ce moment-là qu'il faut que je pense à ces choses-là. Ça va? On va aussi prendre, là je ne l'explique pas, mais on va faire l'exercice de regarder chacun de nos postes de dépenses, un par un, puis s'assurer qu'on ne se fait pas, d'autres au Québec, là, vulgairement, on ne se fait pas crosser. Parce que quand tu regardes ton compte de téléphone portable, là, puis tu n'as pas regardé ça d'année, tu te rends compte que, oups, ils t'ont mis plein de frais avec ci, avec ça. On dirait que tout le monde rajoute tout le temps des frais pour tout. Fait qu'on prend une bonne semaine pour s'assurer que tout est correct. Les assurances, souvent, on va faire une autre soumission. Fait qu'on regarde nos dépenses, parce qu'on a plus de contrôle sur nos coûts que sur nos moyens de production. En maraîchage sur petite surface, le facteur limitant, c'est le modèle. Et si je veux doubler là, ma production à la ferme, là, ben, ça ne sera plus avec un motoculteur, puis ça ne sera plus avec des espacements comme on fait là. Il va falloir que je me mécanise, il va falloir que j'engage la main-d'œuvre, puis il va falloir que j'aie un entrepôt pour tout mettre mes légumes. Fait que, là, je change de modèle, donc je n'aurai plus les mêmes résultats. Je n'aurai plus la même marge. Je vous ai expliqué ça hier. Donc, si le facteur limitant, c'est la croissance, donc les revenus sont un peu limités. Donc, si je veux toujours m'assurer d'avoir une bonne marge, il faut que je regarde mes dépenses. En fait, dans la réflexion de ton projet, est-ce que, quand vous avez fait, je suppose, un business plan ou quoi, vous avez imaginé au départ une forme de la structure, soit en société, en personne physique. Alors je ne sais pas si au Canada vous avez, pareil que chez nous, un choix par rapport au niveau de taxation, à savoir forfaitaire ou réel. Ça se ressemble beaucoup. C'est une société en participation. Nous autres, on est deux là, à 50-50. Puis il n'y avait pas d'avantage, vu qu'on était juste deux, de faire d'une façon ou d'une autre. Quand tu es 3, 4, 5, là, ça change. Tu peux même être en coopérative, avec être salarié. Moi, j'ai des amis que c'est comme ça. Ils sont 5, qui sont une coopérative de production, ils ont chacun un salaire. Ben, avec une protection aussi de ton patrimoine privé. Oui, nous autres, on est une entreprise enregistrée, etc. Mais en même temps, ça ne veut pas dire grand-chose parce que vu que c'est intrinsèquement lié, on n'est pas une corporation. Là. Fait que si je fais faillite, j'ai pas de bien protégé. Là. Tout passe dans ma faillite. Je ne fais pas faillite. Mon revenu il est garanti pour 30 ans. Là. Il n'y a personne qui peut me faire de mise à pied. Mes clients ils sont branchés à moi à tout jamais, tant que je vive avec des beaux produits. C'est bien là, quand tu penses à ça. Puis s'il y a une crise économique catastrophique demain matin, moi, je suis en affaires. Vraiment. C'est sûr que s'il y a une centrale nucléaire qui explose, là, ça, c'est une autre chose. Mais nous autres, on n'en a pas au Québec. On est chanceux à ce niveau. Oui. Est-ce que tu as pris, tu parlais d'assurance, est-ce que tu as pris l'assurance pour la personne?
Oui, j'ai pris une assurance sur ma personne, là, ça fait longtemps, puis j'ai pas le choix parce que si jamais je me coupe un bras, je suis plus capable de travailler, ça pose un souci. Je me couperai pas un bras. Mais bon, puis on a des enfants, donc tout ça, mais ça, c'est tout personnel à tous et chacun. C'est moins avec le système de production. L'autre chose que je peux raconter aussi, c'est que oui, on est capable de mettre des sous de côté à chaque année pour envisager un jour avoir des économies pour une retraite. Ça, c'est super important parce que nous autres, on n'a pas un fond de terre incroyable. On a une maison de hippie sur 4 hectares. Là, ça ne vaudra jamais 500 000 ça, là. Puis je ne voudrais pas la vendre, ma maison. Je l'ai auto-construite, je l'aime, je suis bien chez nous. Fait que, à chaque année, on fait vraiment un gros effort pour au moins en mettre un peu de côté. Je pense que c'est important de le faire. Puis on ne place pas nos sous à la banque ni à la bourse. On met ça dans des pots en vide. Fait que, y a-t-il d'autres questions sur ça? Oui? Est-ce que tu as une idée de la proportion que représentent tes amortissements et tes charges de main-d'œuvre Oui, des charges j'ai une idée, mais je ne peux pas te dire que ça va être exact. Là. Ouais. Je pense que c'est 15% des charges liées à les amortissements, donc des investissements à la ferme, tout ça, ce que j'ai fait. Donc, c'est pas beaucoup parce que je paye beaucoup les intérêts. La main-d'œuvre, c'est 20% de mes charges. C'est pas beaucoup. Dans mes charges, en plus, puis là, c'est pas pour faire mon péteux là, ou mon pédant, nous, à la ferme, là, on est vraiment, tu sais, comme, on passe tout, là. Le téléphone, l'électricité, beaucoup de choses vont dans les dépenses de ferme. Fait que même si mon revenu, c'est à la limite juste 50 000, tu sais, mon auto est payé, mon essence est payée, mes frais de téléphone sont payés, mes dîners au restaurant sont payés, là. On exagère à la limite. Là. Même là, cette année, il a fallu revoir ça un peu. Mais avoir une ferme, ça a cet avantage-là. Il faut tirer avantage de ça. Tu parlais des tomates d'ailleurs, que vous élevées par un agronome. Dans ce cas-là, tu es élevé par un comptable? Oui. Maintenant, oui, j'ai plus le choix. Là. Pendant plusieurs années, c'est moi qui le faisais moi-même. Puis à la fin, je donnais mon résultat à un comptable qui, essentiellement, est en paix. En me disant à chaque année, ben là, Jean-Martin, tu comprends que je t'étente, mais croise tes doigts que tu ne te fais pas vérifier parce que, tu sais, la comptabilité, c'est un exercice complexe. Puis moi, pendant plusieurs années, je me suis dit, moi, je paierais quelqu'un pour faire ça. C'est une dépense de plus, etc. Mais là, bon, la ferme évolue. Là, ça fait longtemps qu'on est en affaires, etc. Oui? Ton temps plein, c'est sur 9 mois, alors? Celui que tu engages à temps plein. Et pour 9 mois, ça te coûte combien, plus ou moins? Ça me coûte 15-20 000, il me semble. Je devrais le savoir, là, mais je n'ai pas checké mes chiffres encore cette année. Ouais. La personne est payée 13 $ de l'heure. Elle fait 40 heures semaine avec les charges. Puis, elle fait 9 mois. Puis moi, j'ai un système où est-ce qu'à chaque 2 semaines, c'est automatiquement, ça paye et versé. J'ai pas besoin de faire les rapports parce que je paye des gens pas très cher pour faire ça à chaque semaine. Parce que, tu sais, plus la ferme évolue, plus la comptabilité, l'administration se complexifie. Puis ça, c'est la partie qui est détestable, vraiment. Comme, tu sais, on parlait de la certification hier, là. Ça, c'est une autre affaire de plus. Après ça, il y a les payes. Après ça, il y a ci. Après, tu sais, je veux dire, là, ça finirait qu'il faudrait qu'on soit dans le bureau 2 jours par semaine à juste remplir des formulaires. Moi, je trouve ça détestable complètement. Alors, voilà. Fait que, d'autres questions sur ça? Ça va? Fait que, est-ce que vous comprenez l'idée de planifier la production de même? On ajuste en fonction de ses capacités. Si vous êtes capable de produire pour 30 semaines, bravo, faites-le. Vous êtes capable, je suis pas mal sûr et certain de vendre des paniers de cette valeur-là. En tout cas, chez nous, c'est 25 $, c'est pas beaucoup. Puis après ça, c'est le nombre de paniers qui vient déterminer un peu ton échelle aussi. Tu cultives-tu sur 0,3 hectares, sur 0,5, sur 0,8? As-tu 2, 3 employés? Vous êtes combien?
C'est quoi ton expérience? Comment ton plan de production il est bon? C'est là que ça vient jouer avec ça. OK? Après ça, on arrive avec le chiffre. C'est à partir de ce chiffre-là qu'on voit si on est d'accord. Oui, ça marche pour nous, go. Donc, notre objectif de production devient ça. C'est ça qu'on vise à faire. Ça paraît anodin puis assez commun de procéder de cette façon-là, mais en agriculture, croyez-moi, c'est rarement comme ça qu'on procède. Les fermiers, ils vont souvent regarder leur capacité de produire, et ils vont se dire, je produis tant cette année, je me croise les doigts, qu'à la fin, j'arrive à quelque chose qui est souhaitable. Moi, je pense qu'il faut vraiment aller à l'inverse. Il faut viser un objectif, il faut se le donner, il faut être conséquent avec l'objectif qu'on se donne, puis s'en aller vers ça. Ça fait une grosse différence au niveau là, du but à atteindre ou pas. Tu maîtrises ton prix, c'est ça qui est le... Ben oui, quand on fait des paniers, on maîtrise le prix. Ça l'aide. C'est ça, les créneaux de vente directe, c'est ça que ça permet, d'avoir contrôle sur son prix. Tu ne dépends pas du marché. Est-ce que tu tiens compte d'un facteur de risque climatique, risque n'importe quoi, même ben là, on va regarder ça à partir de maintenant. Okay. Mais c'est pas le risque climatique vient rien changer à ça. OK? Tu comprends? Parce que tu es en amont? Non, parce que beau temps, mauvais temps, tu vas produire combien? Tu vises à produire 22 semaines. Tu sais, je veux dire, c'est pas à ce moment-là que tu te mets des... tu vises à produire 22 semaines. Tu sais, je sais pas, il y en a parmi vous, mais c'est quoi le nombre de semaines de panier qui est livré ici? 30? Il y a moyen de faire toute l'année. Une année, bon. Ben une année, tu mets 52 semaines. C'est quoi le nombre de valeurs par panier? C'est quoi un panier ici? Mais le facteur risque, c'est le client de 200 paniers, ça, c'est risque. Ben, c'est pas un risque. C'est ce que tu vises à avoir. Oui, si tu les as pas. Ben, si tu les as pas, il faut. Si tu les as pas. Mais si tu t'es pas donné comme objectif d'en avoir 200, comment est-ce que tu peux penser que tu vas les avoir? Fait que si tu vises d'avoir 200 paniers, ben là, tu prends les moyens pour trouver tes 200 clients. Tu vas faire de la pub, tu vas faire de la promotion, tu vas suivre l'évolution des institutions. C'est très important. Oui, bien, en tout cas, tout part de là. Quand vous êtes là, moi je suis tellement convaincu de ça que je n'ai pas de souci à dire que c'est comme ça qu'il faut faire. Bien, on commence avec ça avant n'importe quoi d'autre. Puis là, de là, tout découle le reste. La stratégie pour trouver les 200 partenaires. La stratégie pour faire de la vente. Est-ce qu'on fait des paniers? Est-ce qu'on fait des marchés? Est-ce qu'on vend en gros, en semi-gros, etc.? Puis le nombre de semaines. Comme je vous ai dit hier, nous autres, on n'est pas intéressés à faire 40 semaines de production. Nous autres, c'est 22 semaines. Puis on arrive à notre objectif pareil. Je trouve ça intéressant de se dire, est-ce qu'on peut viser de travailler pour avoir un salaire qui vous convient? Moi, je suis content de ne pas travailler toute l'année. C'est 22 semaines, mais ça, c'est 22 semaines de livraison. En amont et en aval, il y a beaucoup de temps passé à travailler pareil. Oui? Je crois que c'est justement là la différence qu'il y a entre le marché tout près de Montréal et ce qu'on connaît ici. C'est que ici on peut difficilement, je pense, ou alors à quelques exceptions près, se garantir à l'avance d'avoir 200 paniers. Hey, j'étais au les jardins du Temple l'année passée à Grenoble. Mais en France et en Belgique, c'est encore différent. Ben, mais on ne peut pas toujours dire que ça ne peut pas marcher parce que si c'est pas comme ça. Parce que moi, je suis convaincu qu'il y a des gens ici qui fonctionneraient comme ça, puis ça irait. Si tu n'es pas capable d'avoir 200 paniers, ben, tu as écrit 100. Tu es capable d'avoir 100 familles? Oui ou non? À ce moment-ci, je suis incapable de dire si c'est bon, parce que tu n'es pas en production. Dans tes 200 paniers, tu comptes tes marchés, un marché? Oui, un marché, pour moi, ça compte comme un panier. Là. Je vous l'ai dit, hein, mettons, nous autres, comme idée, on avait 140 familles, puis on avait 2 marchés. En fait, c'est beaucoup. Nous autres, on fait beaucoup plus que 200 paniers. On fait environ 250 par semaine. Mais je crois que ça a un lien très fort avec la manière dont on vit. On parle de l'agriculture soutenue par la communauté parce qu'au Québec, il y a des distances qui sont très très grandes, et donc il y a une communauté qui se crée, un soutien. C'est le contraire. En Belgique, c'est tout petit. Non, c'est le contraire. Vu que je suis loin de mes partenaires, j'ai moins de relations avec eux que si c'était des voisins qui venaient à la ferme. J'ai moins ce rapport-là avec eux, en plus que je produis sur 22 semaines. Comme, si vous n'êtes pas capable d'avoir 200 familles,
qui viennent vous acheter des légumes à chaque semaine, ben, votre chiffre ici diminue. Peut-être que votre prix monte, peut-être que votre nombre de semaines monte, peu importe, là, vous l'ajustez comme vous pensez, mais il faut que ça arrive à quelque chose qui va vous faire vivre. Puis si ça n'arrive pas à quelque chose qui vous fait vivre, mais d'abord, il faut planifier que, bon, je vais travailler à perte cette année, donc peut-être prendre un arrangement quelconque pour avoir une autre source de revenus, puis viser un jour d'avoir la rentabilité. Parce que ça donne à quoi de travailler, faire tout cet effort-là l'année si on n'arrive pas à en vivre? Ça a mis combien de temps à partir de ton objectif de départ pour arriver au... Mon objectif, j'ai toujours fonctionné comme ça. Au début, c'était 30 paniers à 18 $ pendant 16 semaines. Puis là, ça me donnait 40 000. Puis là, avec 40 000, dans ce temps-là, je m'accommodais. Tu sais, ça ne donnait pas 40 000, ça faisait des années moins que ça. Là. Ça faisait 12 000. Je m'accommodais, tu sais, je vivais dans un petit pli, j'avais pas de dépenses, puis il me restait un peu d'argent pour aller à Cuba. Ben ouais, on évoluait au fur et à mesure qu'on augmentait, au fur et à mesure qu'on développait notre clientèle. Tu sais, 200 familles, pour moi, c'est ridicule, là, ça fait 13 ans, 12 ans que je suis en affaires. Tu sais, je pourrais doubler ce chiffre-là. Et après ça, au fur et à mesure que notre ferme elle a évolué. Donc là, aujourd'hui, même encore, à chaque année, notre chiffre augmente de 10 % parce qu'on fait mieux cet exercice-là qu'on va faire à l'instant. Ça va pour ça? Dans la plénière, vous pouvez dire « Ah, c'est pas vrai, ça marche pas. » Mais par rapport à la stratégie pour avoir 200 paniers, est-ce que c'est ton travail d'aller chercher ta capacité de 30 à 50 et de faire augmenter? Est-ce que c'est le travail des gens de l'association de le faire? Oui, il y a l'équitaire qui a aidé à ça. Là, au Québec, il y a un organisme tiers qui s'occupe de faire la promotion des paniers bio. Ça aide beaucoup. Donc toi, la stratégie, c'est de dire non, je ne fais pas ça. Non, je vais aller mettre des affiches, je vais faire des courriels, je vais faire des téléphones, je vais appeler mes partenaires, je vais leur dire connaissez-vous des gens qui peuvent s'abonner avec nous. C'est rare que je fais rien. Mais peu importe, la façon qu'on y arrive, l'objectif, c'est ça. Okay? Puis comme je vous dis, votre objectif à vous, il peut être bien différent. Là. Ça peut être moins, ça peut être plus. Vos marges ne sont peut-être pas ceux-là. Mais il faut quand même faire le calcul en vaut la chandelle. Est-ce que tu as comme des surplus ou des déchets? Je vais continuer dans mon affaire pour essayer d'expliquer le flow. Si vous voulez, on reviendra. Okay? Après ça, une fois qu'on a déterminé ça, il y a une question qui peut se poser à ce moment-là de la production, c'est de dire, bon, OK, là, j'ai déterminé mon objectif de production, ça me convient avec les revenus. Est-ce que je fais 50 légumes? Est-ce que parce que je fais du maraîchage diversifié, je suis obligé de tout produire les légumes? Est-ce que quelqu'un qui a peu ou pas d'expérience en maraîchage diversifié devrait se lancer en production pour faire 50 légumes différents d'un coup? Est-ce que la maîtrise de chacune de ces cultures-là va être assurée? Ou est-ce qu'à un moment donné, on va faire le contrôle, ça va être n'importe quoi, puis ça va donner n'importe quoi? Donc, moi, je pense qu'à une étape, ça vaut la peine de se questionner et de dire, est-ce que je pourrais me limiter à 20 légumes que je produis cette année, peut-être 35 que je fais l'année prochaine, éventuellement, je vais me rendre à 40. Est-ce qu'il y en a que je ne veux carrément pas faire, que je vais acheter d'un producteur qui est spécialisé là-dedans? Je vais les mettre dans mes paniers, je vais les amener au marché, je vais mettre la transparence, je vais dire à mes clients, ça, c'est les pommes de terre de chez Frédéric Duhamel, mon voisin, ils sont en bio, c'est cool. Tu sais, les partenaires ne sont pas fermés à ça, ils comprennent la réalité. Fait que là, la question se pose, de, si je décide de prendre cette optique-là, bien, quels légumes que je devrais prioriser? C'est une question importante. Puis c'est surprenant quand on pose la question à des gens qui n'ont pas d'expérience en maraîchage, la réponse va être très subjective à s'ils aiment ou pas une culture. Es-tu mieux de faire des laitues ou des choux Bruxelles? Les choux Bruxelles, c'est bon. Hein? Je pense que je vais faire des choux Bruxelles. OK. Mais entre les choux Bruxelles et les laitues, là, il y a une grosse différence. Là. Les choux de Bruxelles, moi, j'ai calculé que sur une planche de 100 pieds, ça me donnait un revenu d'environ 350 $ de vente. 100 pieds, c'est 30 mètres. La laitue, ça me donne 450. Donc, ça me donne plus d'argent à faire de la laitue que des choux de Bruxelles. Mais en plus, les choux de Bruxelles, ça va prendre 2 fois et demi le temps que la laitue. Fait que pendant que je fais un chou de Bruxelles sur une planche, j'aurais pu faire 2 ou 3 fois de la laitue. Donc, je pourrais faire 3 fois plus de revenus avec de la laitue que le chou de Bruxelles.
Donc là, si tu as cette information-là en main, ça va peut-être évaluer ton affaire et dire « Ouais, j'aime bien ça, les choux de Bruxelles, mais finalement, je pense que je suis mieux que là-dessus. » C'est un peu pour ça que l'autre, on a fait l'exercice de calculer pour chacun de nos légumes la rentabilité. Et sur une petite surface, la rentabilité, je pense qu'il faut qu'elle s'explique par le revenu par planche, comme ça on peut comparer les choses entre elles, puis aussi le nombre de jours que la culture elle va occuper la planche pour pouvoir faire plus qu'un semis sur la même planche. Fait qu'avec ces deux équations-là, on a fait l'exercice pour tous nos légumes, bien, on arrive à des conclusions assez rapides. Puis là, après ça, les coûts subjectifs peuvent être ajustés. On peut se dire, bon, ben moi, finalement, les oignons, c'est une culture que je trouve salissante. Je veux m'en éloigner pour cette année. Même si c'est payant, j'en ferai pas. Mais tu sais, au moins, là, tu fais une décision éclairée. Parce que, je vous le répète, là, hier, j'étais rabat-joie, je le sais, je me suis fait dire, l'objectif du projet, là, c'est d'en vivre, c'est de la vente. C'est une business, là. On est dans une business écologique. C'est une business pareil. Fait qu'il faut calculer la rentabilité des légumes. Tu ne te soucies pas du temps que je prends pour chaque? Non, de la volonté des consommateurs. Ben, oui et non. Oui. Ça, c'est subjectif. C'est difficilement mesurable, mais si tu regardes le total de nos ventes, tu peux voir quels légumes qu'on le vend plus de que d'autres. Tu comprends? Oui, mais c'est toi qui établis ça, qu'est-ce qu'on vend plus, ou bien c'est le marché? Ça, c'est on va mesurer nos ventes à nous. Donc ça, c'est pas un tableau qui s'applique. Ça, c'est chez nous, notre production, on l'a calculé. Puis ce qu'on a voulu mesurer, c'est ces deux éléments-là. Le revenu par planche et le nombre de jours vente. Ça nous a comme orienté sur lesquels sont les plus rentables à faire dans l'espace et le temps. Ça va? Fait que vous pouvez faire cet exercice-là chez vous. Moi, je pense que ça peut être une bonne chose. Mais de toute façon, un fermier d'expérience sait ces choses-là intuitivement. Comme on le sait. Moi, je le sais ça. Là, je l'ai mesuré parce qu'on voulait le savoir. Mais j'aurais pu faire cette liste-là, puis ça serait pas mal arrivé à ça, parce que, tu sais, à force d'en vendre et d'en produire des légumes, je le sais. Mais bon, c'est un beau tableau de référence pour évaluer qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait pas. Je vous disais hier que nous, par exemple, la pomme de terre, c'est un légume qu'on fait pas. Mais surtout quand tu fais des partenariats avec le producteur de pommes de terre, ça se formalise parfois. C'est mon partenariat, c'est un coup de téléphone, je vais te prendre 50 livres de pommes de terre bien livrées, je te fais un chèque. Les chèques, ça n'existe plus, là, mais chez nous, ça existe. Ça va pour ça? J'ai une question. Oui. Un tableau ici. Pour chaque ligne, tu considères chaque fois un revenu par planche en chiffre d'affaires, j'imagine. Oui. Mais le coût de chaque ligne. Le coût n'est pas calculé. Il n'est pas calculé. Oui. C'est 55% que tu considérais. Parce que, premièrement, ça revient à l'énergie que ça m'aurait pris pour calculer mes coûts de production. C'est sur une ferme diversifiée, là, on fait tellement d'affaires dans une même journée, en plus sur une petite surface. T'sais, quand tu es sur une grande surface, sur 5 hectares de légumes diversifiés, ben, désherber les carottes, ça va prendre 4 heures. C'est un bloc. Chez nous, ça va prendre une demi-heure. Puis là, après ça, je vais faire une autre affaire, puis une autre affaire, puis une autre affaire. Fait que, mesurer tout ça, c'est compliqué. Puis, dans mon esprit à moi, à tort ou à raison, j'arrive à tout gérer ça d'une façon rentable dans ma tête, mon temps, parce que je suis efficace dans tout ce que je fais. Donc, ce n'est pas un facteur limitant. Le facteur limitant, pour moi, c'est mon espace et mon temps, et le temps que je laisse une culture en place. Fait que, je sais que dans une ferme laitière, par exemple, tu vas pouvoir mesurer toutes ces choses-là, mais sur une ferme diversifiée, moi, je trouve ça difficile. À date, je n'ai pas encore vu de tableau, moi, avec lesquels je me suis senti à l'aise quand on mesurait le temps pour chaque affaire. Mais c'est ça qu'on mesurait forcément hyper précisément, mais c'est parce qu'il y a peut-être des cultures qui vont prendre beaucoup plus de temps. Oui, oui, mais les tomates en serre, c'est un métier en soi. Puis il faut avoir les capacités, tout ça. Et donc si cette proportion de légumes là augmente, on risque d'avoir une marche qui diminue. Oui, peut-être. Mais en même temps, si tu es capable de faire ça et faire d'autres choses, tout dépend de ton efficacité. L'efficacité, c'est quelque chose qui évolue dans le temps, au fur et à mesure que tu développes tes équipements, tes habiletés, etc. C'est super difficile à mesurer ça, le temps que tu mets pour chaque tâche. De toute façon, moi, je ne me prétends pas être... moi, j'ai fait ce tableau-là parce que moi, je voulais mesurer ça. Si quelqu'un d'autre veut mesurer le temps qu'il fait pour chaque chose, libre à vous.
Ça, c'est un outil de plus dans le coffre de quelqu'un qui veut évaluer quels légumes qui sont les plus rentables dans l'espace pilotable. Ça ne tient pas compte du temps mis sur chaque tâche. D'accord. Ici, donc on a là, il y a les cerises de terre. Cerises de terre. À 825, peut-être $825 chacune. Il y a peut-être un qui coûte plus cher à la production. Oui, peut-être. Peut-être. Mais en même temps, moi, mon opinion sur ça, là, c'est que ça s'équivaut pas mal tout. À part les tomates de serre. Mais c'est juste mon opinion. Oui? En fait, j'ai du mal à comprendre comment tu arrives à attribuer une valeur aux légumes alors que tu fais des paniers, quoi. C'est-à-dire que tes paniers, c'est pas un prix par légume. J'y arrive. OK? OK. Regarde ta question. Si j'ai pas répondu dans 10 minutes, tu me la reposes. OK? Fait que ça n'a pas rapport avec ce qu'on fait depuis tantôt. C'était juste une parenthèse. Okay. On retourne à notre équation. On vise à faire cette année 200 paniers. Chaque panier va coûter 25 $, puis on veut produire pendant 22 semaines. Après ça, la question devient, ouais, mais c'est quoi les paniers? C'est quoi qu'on met dans les paniers? C'est bien beau, là, mais c'est quoi qu'on met? Donc là, nous, avec le temps, ça fait longtemps qu'on fait ça, parce qu'on est en contact avec d'autres fermiers de famille, on a une bonne idée de qu'est-ce qui compose un bon panier. Ça veut dire qu'est-ce que les gens veulent recevoir à chaque semaine. Donc, pour nous, ça c'est subjectif, c'est propre à ce qu'on fait. Chez vous, ça peut être bien différent. Mais on se dit qu'un panier, pour nous, puis au Québec, là, c'est pas mal ça, le panier bio, il va y avoir 8 à 12 légumes différents par panier. Okay? Puis, vous pouvez vous fier à ça pour savoir qu'est-ce qu'une famille là, de deux avec 2 enfants veulent approximativement. Parce qu'aux États-Unis aussi, c'est la même chose. Ça nous fait 8 à 12 items par famille. Après ça, nous autres, on va mettre une laitue dans chacun de nos paniers de toute la saison. Pourquoi? Parce que les gens aiment la laitue. C'est un légume payant. Puis, voilà, pas compliqué. On va aussi mettre une verdure par semaine. Donc, ça, c'est du kale. Ça, c'est du Swiss chard, c'est beta carb, du bok choy, du tatsoi. Toutes les verdures que les gens ne connaissent pas ou n'aiment pas beaucoup. Okay? Mais nous, on les aime, ces légumes-là, parce qu'ils poussent quand il fait froid, parce que c'est des légumes faciles. Fait qu'on veut les conditionner à aimer ça. Okay? Puis ça a été notre stratégie au début. Ça a fonctionné. On n'en a pas donné 2 ou 3 par semaine, mais 1 par semaine varié, avec une recette. Puis là, au fil du temps, là, les gens ont appris à aimer ça. Puis là, les gens, ils disent « Ah, du kale, wow, c'est cool, wow, merci. Ah, du bok choy, tu sais, du bok choy. » Les gens ont appris à aimer ça, mais c'est devenu super populaire. Fait que ça, dans notre recette, on avait ça. Après ça, on va mettre 2 légumes racines par panier. On va alterner carottes, betteraves, navets, radis. On en veut 2 par semaine. Puis on va mettre des légumes fruits le plus tôt possible. Parce que les gens, on sait que c'est ça qu'ils veulent. Les gens, je vous l'ai dit hier, là, au mois de juin, début juin, là, les gens ils achèteraient des poivrons rouges. Là. Parce que c'est l'été, puis waouh, tout d'un coup, là, ils sont excités par tout ça. Fait que là, on veut forcer les légumes fruits pour en avoir le plus tôt possible. C'est les légumes les plus payants aussi. Puis on va varier les légumes qui sont les réguliers. Puis là, vous avez ça sur un tableau. Vous avez ça dans le jardinier maraîcher. Lesquels sont ceux que les gens, à chaque semaine, sont contents de recevoir. Ceux que, bon, une fois de temps en temps, ça fait. Puis ben, les choux raves, là, 2 fois dans l'année, c'est assez. Parce que plus que ça, les gens... Fait qu'encore là, tout ça, c'est très, très subjectif à ce qu'on fait chez nous. Puis peut-être qu'ici, il y a des différences culturelles. Tu sais, comme nous autres, les chicons... Des articles, c'est beaucoup. Ben non, c'est pas beaucoup. On a plus dans les 5-6. Ben, vous devriez regarder pour faire 8 à 12. Ouais, c'est beaucoup. C'est beaucoup, mais en même temps, en tout cas, moi je peux vous dire ça d'expérience, je ne veux pas juger ce qui est fait ailleurs, mais j'en ai vu des paniers, j'en ai vu des beaux, j'en ai vu des pas beaux, j'en ai vu des clients satisfaits, des insatisfaits, on a des études là-dessus au Québec. Il faut qu'il y ait une diversité dans les paniers. Il faut que les légumes soient lavés, il faut que les légumes soient beaux. C'est juste comme ça. OK? Mais là, pour revenir à l'affaire, donc là, on a décidé, grosso modo, ça serait quoi notre recette? Donc là, l'exercice après, c'est à chaque semaine, pour les 22 semaines de livraison, de venir décider en hiver, les 2 pieds sur la bavette du poêle,
qu'est-ce qu'on va mettre dans chacun de nos paniers et le prix de chacun des légumes. Le prix, c'est nous qui le décidons. Parce qu'on est en ASC, puis au marché, c'est moi qui le contrôle sur mes prix aussi. Je décide du prix, puis je décide que dans le premier panier, c'est ça que je veux avoir. On fait ça pour nos 22 paniers. Et pour les paniers 4 à 17, on y va un peu moins précis parce que là, c'est le gros de la production. Puis là, c'est des légumes qui donnent continuellement. Puis là, c'est l'idée de voir, cette semaine, je vais mettre des aubergines, la semaine prochaine, j'en mettrai pas, etc. Fait que ça varie plus. Puis on vise toujours à avoir 200 unités par semaine. Vous me suivez? C'est ça notre objectif. Ça veut dire quoi, 200 unités? Ça veut dire que, je sais pas, les épinards, moi je fonctionne en livres, donc 3 $, c'est une demi-livre. Combien de kilos une demi-livre? C'est 500 grammes. 500 grammes d'épinards. Mais j'ai besoin d'avoir 200 fois 500 grammes d'épinards pour le 16 juin. Vous me suivez? Fait qu'il faut que je planifie ça. C'est ça que j'ai besoin, c'est ça que je vais planifier. Fait que nous autres, on fait cet exercice-là, votre modèle, à chaque année, pour tous nos paniers. Donc le premier panier au mois de juin. Les clients le savent ou pas. Chez nous, ils ne savent pas. Sur d'autres fermes, ils leur disent. Mais même s'ils le savent, ça ne change rien, parce que c'est ça qu'ils vont avoir. Ben, tu peux les informer. Tu pourrais leur donner la liste et leur dire cette année, vos paniers vont être ça. Sauf que si tu fais ça. Non, mais ça peut être un critère de vente du panier. Oui, ça peut. Ça peut, oui. Parce que pour certaines personnes, ça peut être important de savoir qu'est-ce qu'ils vont avoir dans leur panier. Si tu fais cet exercice-là, tu vas pouvoir leur dire, tu enlèves les chiffres peut-être, ou tu peux les laisser. Mais nous, c'est ça qu'on vise à faire. Ça peut rassurer certaines personnes, sauf que là, après ça, ils peuvent venir te dire « Ouais, mais tu avais dit que tu fais des légumes à telle date, puis tu les as pas. » Puis là, tu dis « Ouais, parce que nous autres, on vise à faire ça. Ça ne veut pas dire que ça va être exactement ça, mais on vise ça. La nuance est vraiment importante. Okay? Donc là, après ça, une fois qu'on a fait ça pour nos paniers, là l'affaire devient là, c'est de dire « OK, je veux ça, mais comment je l'atteins? » Fait qu'on répond essentiellement à 2 questions. Combien de chaque légume il faut que j'en produise pour arriver à cet objectif-là? Et quand il faut que je le parte pour que ça arrive à la date que je veux? Fait qu'on répond à la question combien et quand. Puis vu qu'on fonctionne en planche, d'autres sont standardisés, ça facilite beaucoup notre calcul de production. Nous autres, tout est sur 30 mètres, puis on sait pour une planche de 30 mètres de chacun de nos légumes combien ça va donner. Ça, c'est le tableau que vous avez ici. On a fait l'exercice pendant plusieurs saisons de calculer le rendement de tous nos légumes sur une planche de 30 mètres, tenant compte de nos espacements intensifs. Ça, c'est super important. Parce que si vous comparez ça avec ce que vous trouvez dans vos livres d'agronomie ici, ben là, ça ne sera pas partout pareil. Parce que là, on est dans des espacements intensifs. Fait que les rendements tiennent compte de ça. Et les rendements tiennent aussi compte, là, ça c'est une autre affaire qui titille beaucoup de gens, ils tiennent compte des rendements optimales presque. Parce que moi, dans ma tête à moi, si tu fais 30 mètres de laitue, il n'y a pas de raison que tu récoltes 80% de tes laitues. Pourquoi qu'il y aurait 20% de tes laitues qui seraient de la perte? Comme quoi? Bon, là, je te prends un peu sur et tu sais, pour chaque souci que tu peux avoir, il y a une solution et une réponse. Il faut que tu t'assures que tu vises l'optimal, puis si c'est sécheresse, t'arroses. S'il y a trop d'eau, ben, t'es buté. S'il y a des insectes, tu veux un filet, tu connais les cycles des insectes, c'est comme, il faut que tu vises ça. Ça ne veut pas dire que tu vas nécessairement l'avoir. Ça se fait pas la première année. Non, ça ne se fait pas la première année. Tu prends un coefficient de sécurité, la première ou la deuxième année? Le problème que j'ai avec ça, c'est un gros problème, c'est que si tu dis je vais faire 30% plus, le 30% plus, là, c'est 30% plus de temps, d'argent. Puis tu n'as déjà pas beaucoup de temps, puis tu n'as déjà pas beaucoup d'argent. Donc, si tu fais 30% plus de tout, ben là, tu vas avoir de la misère à tout faire. Parce que là, tu es débordé, tu en fais déjà trop. C'est pour ça que moi, j'ai de la misère avec le concept de dire on se donne une sécurité comme ça. Je préfère dire vise à faire ce que tu es capable de réaliser. Si tu n'es pas capable de faire, je ne sais pas, 4 planches de laitue par semaine,
parce que techniquement, tu as des problèmes, parce que tu es débordé, parce que tu n'as pas la main-d'œuvre, mais fais-en moins. Qui évolue avec ta capacité de garder le site sous contrôle. Je sais que ça paraît vraiment facile ce que je dis là, mais c'est ça. Il y a une conséquence à dire, on va faire un facteur de sécurité, je viens de vous la dire. C'est à vous de mesurer. C'est pour ça que je dis peut-être que ça vaut la peine de faire 20 légumes les premières années, puis de monter à chaque année. Quand on maîtrise la culture, on passe à d'autres, on grossit la ferme petit peu à petit peu. Ce qui est bien avec le maraîchage sur petite surface, c'est que ça permet ça. Tu peux commencer à faire 30 paniers. Ton revenu va être plus petit, mais tu peux augmenter ta production en apprenant le métier au fur et à mesure. Tu n'as pas des investissements qui sont lourds, etc. Oui. Du coup, les 30% que tu disais avant, c'est juste pour les semences, alors c'est pas... Mais non, mais le téléphone, le compost, les semences, le terreau... le 30%, okay, oui, le 30%, oui, c'est juste pour les semences. OK? Donc là, si vous pouvez ne pas être d'accord avec ça, c'est correct, il n'y a pas de problème. Faites vos propres calculs. Calculez-vous, quand vous faites vos, je sais pas, 15 mètres de radis, combien ça vous donne. Faites-les pendant 2-3 ans, puis à un moment donné, vous allez arriver à peu près à c'est quoi un rendement de botte de radis. Chez nous, c'est ceux-là, puis je sais que ça se dédouble parce qu'il y a des gens qui sont venus travailler chez nous, qui font leur propre ferme maintenant, puis ils suivent ces chiffres-là, puis ça arrive à peu près à ça. OK? Donc, ça va être pour la production. Dans ce tableau-là, il y a aussi ici, la colonne qui dit le temps de croissance. Et là, je vais vous demander de faire un exercice tantôt. Soyez attentifs. Le temps de croissance, qu'est-ce que c'est? C'est de la graine à la récolte. OK? Dans la plupart des paquets aux États-Unis, c'est toujours écrit Days to Maturity. C'est ça la donnée. Donc, c'est une donnée importante parce que tu veux calculer d'avoir des radis le 16 juin. Quand est-ce qu'il faut que tu les partes pour pouvoir les récolter le 16 juin? Cette colonne-là, c'est ça qu'elle dit. Actuellement, sur les paquets de semences, c'est écrit. Fait que je sais pas, ici, on me dit toujours, ouais, en Belgique, ça pousse moins vite, il fait pas beau. OK, mais c'est quoi qui est écrit sur le paquet de radis? Si c'est écrit 30 jours, ça ne prendra pas 50 jours. Là. Ça dépend un peu quand tu ça varie. Ben, si ça varie, comment tu peux faire autrement que de viser quelque chose puis de t'en aller vers ça? T'sais, si tu vises, si tu te dis je vais mettre 40 jours, mais tout est prêt en 30 jours, pas d'avance non plus. Fait que tu te fies sur ce qui est écrit sur le paquet ou tu prends tes données, tu dis moi à chaque printemps, les radis c'est 40 jours, ok, c'est 40 jours. Oui? Et tu suis pas le calendrier lunaire? Non, je ne suis pas le calendrier lunaire. Laisse-moi finir mes affaires, je vais comprendre pourquoi je ne le suis pas après. Ok? C'est pas parce que je voudrais pas. Parce que je trouve que c'est vraiment cool le calendrier. Okay. Fait que là, je vous explique ce tableau-là, vous l'avez. Fait qu'il y a ça, le rendement par semaine, puis le temps de croissance. Si on regarde par exemple les épinards, on s'était dit qu'on voulait mettre 500 grammes par semaine. Donc là, on vient ici et on regarde. Bon, une planche d'épinards là, avec les espacements sur notre ferme transplantée, ça me donne 35 kg par planche. Mais les épinards, je vais récolter plus qu'une fois. Nous autres, les épinards, on va enlever 4-5 feuilles, puis les feuilles vont repousser, puis on va faire une deuxième récolte 2 semaines plus tard, puis une autre troisième récolte. Comme ça qu'on a calculé que ça avait plus de rendement à faire ça que de juste tout récolter d'un coup. Donc là, on a une note qui nous dit, parce que ces tableaux-là, nous autres, on les utilise, le modèle. Ça nous dit, on calcule 16 kg pour la première récolte. Fait que même si c'est 35, la première récolte, ça va être 16. Fait que là, si on veut avoir 500 grammes fois 200, il faut aller faire l'addition, voir combien de planches on va avoir de besoin pour arriver à notre fin. Vous suivez? Ça va? OK. L'autre tableau que vous avez qui est utile, c'est celui-là. Ça, c'est le tableau que je vous ai montré plus tôt tantôt. Ça nous dit le multicellule, le nombre de jours en cellule. Ça, c'est important parce qu'il va falloir déterminer quand est-ce qu'il faut partir la semence, mais aussi quand est-ce qu'il faut transplanter le légume. C'est une date que j'ai besoin d'avoir. OK? Fait que là, la date, elle est là. Fait que là, si on revient à l'exercice qu'on fait, on se dit, pour chacun de nos semis qu'on a planifiés dans tous nos paniers, on veut savoir quand est-ce de partir et combien il faut d'en semer. Fait que là, on va pour les radis. On se dit 16 juin, c'est ma planification, c'est ça que je veux.
Quand est-ce qu'il faut que j'y parte? Je m'en vais voir sur mon tableau, temps de croissance des radis, 30 jours. 30 jours, là je recule en arrière, 16 juin moins 30, ça me donne le 15 mai. Combien de planches? Je m'en vais voir ici, les radis. Chez nous, avec nos espacements, on va avoir 300 bottes sur une planche de 30 mètres. Fait qu'il faut que j'en fasse au moins une. Là, je vais avoir un surplus de 100 bottes que je gérerai d'une autre façon, mais pour l'exercice, on y va comme ça. Donc là, j'écris que j'ai besoin de préparer une planche. Même chose avec les épinards. On vient de le faire ensemble. Je l'écris comme ça avec ces codes-là. Ça va? Fait que là, je vais vous demander de faire les choux raves. On les transplante, les choux raves. Quand est-ce qu'il faut les partir? Si on les veut le 16 juin, les choux raves, on les transplante. Quand est-ce qu'il faut les transplanter? Si on les veut à cette date-là. Puis, pas le droit de regarder sur le voisin. Okay? S'il y en a qui ont des questions, je peux y répondre discrètement, pas déranger les autres. Le 15 avril. Tu fais l'école buissonnière ou tu l'as déjà fait? Le 15 avril. Hein? Quand est-ce qu'il faut les transplanter et combien de planches? Il n'est pas dans le tableau. OK, ça va? Quand est-ce qu'il faut partir? Est-ce qu'il y en a qui ont besoin encore du temps? Bonjour de congé. OK, quand est-ce qu'il faut partir les choux raves pour les récolter le 16 juin? Qui voit ça? Ouais. OK, quand est-ce qu'il faut que je transplante? 30 jours plus tard. Combien de planches que j'ai besoin?
demi-planche. Là, j'ai triché un peu, là, c'est ça, les chourables, je fais des demi-planches parce que sinon, je vais être pogné avec des chourables. OK? Vous avez vu, vous avez compris? OK, ben, si vous avez compris, faites les courgettes. Je vais continuer à regarder en arrière. Quand est-ce qu'il faut les partir, les transplanter, combien de temps je vais avoir besoin? Vous êtes venus pour une formation, là? Aïe, aïe, aïe. Si je prends un autre exemple, par exemple, pour les semis, c'est peut-être sensible, c'est très petit aussi, c'est très précis, mais sur une culture de champ, pour savoir quand il faut vraiment arroser. Ben, tu peux mettre des pluviomètres. Mais c'est sûr, très petit. Parce que maintenant, ils ont des trucs, enfin, ça commence à venir, des petits modules. La batterie de maintenant, que tu passes avec ton téléphone. Nous autres, on a même des amis Sensorica, nous autres, ils développent des systèmes open source pour sonder plein de choses. De l'information et de l'accès. Si tu bricoles un petit peu en électronique, les senseurs, Tu planifies-tu de la mettre en ligne? Comment? Tu planifies-tu de la mettre en ligne? C'est ça, c'est eux qui ont payé. Non, ils payent pas du tout. Non, moi j'ai proposé de faire ça. Mais ils ont dit que c'est pas pour publication. Non. Moi je suis plutôt pour. Mais... Ouais, on devrait s'en parler dans 6 mois. Ça va encore passer. Ah oui. Moi ça me dérange pas. OK, ça va? Quand est-ce qu'il faut partir les courgettes? 25 avril. 28. Ça va? Quand est-ce qu'il faut les transplanter? 10 mai. Là, parce que là, cet exercice-là, moi, je le fais en temps réel. Là. Je suis l'hiver en train de penser à ça. Là, je me rajoute, je me dis, oui, il faut que je le transplante le 10 mai. Mais le 10 mai, les courgettes, là, il fait encore un peu froid. Là, je juge avec mon jugement. Je me dis, je pense que je suis mieux de les laisser un petit peu plus de temps dans leur cellule pour qu'ils soient au chaud. Puis, je pense qu'en bout de ligne, je vais arriver au 26, je vais arriver au 26 juin de cette façon-là. OK? Donc là, parce que c'est ça, au printemps, des fois, il faut réévaluer ces choses-là. Comme par exemple, si j'avais voulu avoir des radis le 15 mai, ben, ça risque d'être plus que 30 jours. Fait que c'est là que ton jugement il rentre en ligne de compte. Mais la méthode, c'est la même. OK? Combien de planches? 2 planches. Vous avez fait l'exercice qui sert juste à ce que vous compreniez comment utiliser les tableaux. Je pense que c'est assez simple. OK? Ça va, je continue, puis après ça, on aura du temps pour bavarder. Une fois qu'on a fait ça pour tous nos semis, quand je vous disais que c'était long, là, c'est vrai que c'est long. La prochaine étape, c'est de les regrouper ensemble. OK? Donc là, par exemple, j'avais déterminé qu'il y avait 5 fois des radis dans mes paniers, dans toutes mes 22 semaines. Fait que là, je reviens, là, je remets tous les radis ensemble, toutes mes semis, avec mes dates, le nombre de planches. C'est à ce moment-là que je vais faire ma commande de semences. Parce que moi, je fais ma commande de semences une fois à l'hiver pour toute ma saison. Puis je sais pas mal précisément qu'est-ce que je vais avoir de besoin. Je sais que je vais avoir besoin en tout 5 planches de radis. Avec les catalogues de semences, on est capable de facilement calculer ce que ça équivaut en termes de grammes ou de poids ou whatever. Puis c'est à ce moment-là que je vais aussi déterminer ça va être quoi les cultivars que je vais utiliser. Parce que certains cultivars sont beaucoup plus efficaces au printemps, d'autres c'est des cultivars qui sont
l'été, etc. Donc ça, c'est les catalogues qui disent ça. Fait que c'est à ce moment-là que je prends la décision de quel cultivar que je vais mettre quand. Je fais ça pour tous mes légumes. Puis c'est là que les codes deviennent utiles et pratiques parce que la suite des choses, c'est l'étape numéro 3, c'est de venir mettre ça dans le calendrier. Donc là, je vais venir mettre pour chacun des semis la date qu'il faut que je le parte et la date auquel il faut le nombre de planches et la date qu'il faut transplanter quand il faut transplanter. Fait que là, ce que ça fait, ça, c'est que là, je remplis mon calendrier comme ça, de tout ce que j'ai à faire. Puis là, on s'entend, même si c'est écrit le 4 août, mettons, je vais peut-être l'écrire le 2. Là. Ce qui est important, c'est que dans ma semaine, j'ai ça à faire. Et pourquoi cet exercice-là est si bon? En plus que ça vient un peu mettre de l'ordre dans toute ma production. Tu sais, on fait 50 légumes diversifiés sur 22 semaines de livraison. Je ne veux pas manquer jamais de rien. C'est que là, dans un coup d'œil, ça me dit tout ce que j'ai à faire dans ma semaine. Cette semaine, j'ai 5 planches de brocoli à partir à la pépinière. J'ai 4 planches à préparer parce qu'il faut que je transplante mes courgettes. Puis j'ai 6 planches de semis en plein sol à faire, 2 de radis, 4 de betteraves, etc. Fait que là, je suis capable de planifier ce que j'ai à faire dans ma semaine. Ça, c'est ce qui est le plus important. Le reste, le désherbage, tout le reste, ça vient conséquemment à ça, mais ça, c'est ma priorité. Puis, ça me permet aussi de savoir, je regarde la météo, là, je dis, oh, cette semaine, il annonce du soleil en début de semaine, puis des orages le reste, mais je vais faire mes semis en plein sol lundi. Puis, je vais transplanter le reste de la semaine. Fait que là, ça, c'est un autre outil vraiment intéressant. À ce moment-là, quand on fait le calendrier, on essaie d'être vraiment réveillé, il ne faut pas faire d'erreur. Puis aussi, on essaie de penser à plein d'autres affaires qui vont se passer pendant cette semaine-là. Comme au mois d'août, moi, je le sais que j'ai des problèmes avec la punaise terne. C'est un insecte qui vient piquer le bouton floral de mes poivrons. Chaque année, c'est son cycle qui arrive à ce moment-là. Donc, je me fais une note. Je vais aller dépister ça. Même chose avec mes poivrons, j'ai toujours un problème avec la pourriture apicale. Donc, je les injecte, j'injecte du calcium dans mes plants. Puis ça, je prévois de faire ça début août. Donc, je me mets une note. Je me mets des notes, je me mets des notes, je me mets des notes. Là, j'essaie de penser à tout ce qui va se... Tu sais, visuellement, là, je me dis, dans cette semaine-là, là, qu'est-ce qui peut arriver dans ce mois-là? Puis j'ai des notes qui me racontent toutes les catastrophes qui me sont arrivées des années avant. Donc là, je le sais, parce que quand il m'est arrivé une catastrophe, je l'ai noté. Puis là, j'essaie de mettre le plus d'aide mémoire possible. Cet exercice-là là, fait en sorte que ça fait que quand je suis dans le feu de l'action pendant l'été, puis j'ai pas le temps de réfléchir parce que je suis toujours en train de courir, bien, au moins j'ai une marche à suivre là, qui me donne les grandes lignes de tout ce qu'il ne faut pas que j'oublie de faire. Je ne peux pas vous dire à quel point c'est vital, crucial, important. Si je n'avais pas ça, là, je ne pourrais pas faire ce qu'on fait au Jardin de la Grenette. Il y a trop de complexité. Ça me permet de prendre la complexité, la transposer à l'hiver, quand j'ai du temps, puis me dégager l'été quand j'en ai pas. Fait que moi, là, je suis le calendrier, il me dit quoi faire, je ne le questionne pas. Si je fais des erreurs, je le note. L'année d'après, j'essaie de faire en sorte que ces erreurs-là ne reviennent pas. Ça va pour ça? Oui. Tu utilises un programme informatique ou quelque chose pour t'aider? Bon, ça c'est une bonne question. Mes amis maraîchers, là, font pas ça comme ça. Moi, j'utilise un gros calendrier de bureau, puis on fait tout ça à la main, puis on l'écrit comme ça, parce que nous, on aime ça comme ça. Il y en a plein qui ont des chiffriers Excel, des logiciels de calcul, qui n'ont pas besoin de faire les calculs que vous avez faits. Là. Tu fais juste rentrer le légume que tu veux à telle date, puis lui, il fait tous ces calculs-là pour toi. Oui, pourquoi pas, tu sais. Nous, on est un peu rétrograde, puis on aime ça, s'assurer que tout est... Je déteste les chiffriers Excel, moi, ça ne me parle pas. Quand je lis un chiffrier Excel, là, je comprends rien. Ça, je comprends. Fait que là, c'est libre à chacun, puis peut-être que monsieur va vous présenter quelque chose qui est supérieur à ça. Mais ce qui est important, c'est de comprendre la logique. Puis là, je pense que c'est assez clair, c'est assez simple.
Mais un calendrier papier, c'est pas une mauvaise chose pour autant. Mais je fais Excel, logiciel, etc., ça se fait aussi. Donc la prochaine étape, la dernière étape, c'est la plus à tâtons. C'est comme là, il faut venir placer chaque semis dans le jardin. Parce que, je l'ai dit, j'ai 180 planches. Là, il faut que je m'assure que ce que j'ai calculé, ça marche, que j'ai pas trop d'une chose par rapport à l'espace que j'ai. Puis là, je me bute à ma première contrainte, ma deuxième contrainte. Ma première contrainte, c'est que j'ai un peu moins d'un hectare. La deuxième, c'est que là, moi, j'avais fait mon fin-fin. Je m'étais fait une rotation des cultures comme ça. Puis là, c'était bien beau sur papier, mais la réalité, c'est que là, c'est devenu limité que ce que je suis capable de produire. On a regardé ça hier, j'ai 16 planches de solénacée, j'ai 16 planches de liliacée. Fait que si j'avais décidé, par exemple, que je faisais, je sais pas, moi, 14 planches d'oignons, puis 8 planches de poireaux, pour aller avec les besoins que je voulais, bien là, ça ne marche plus. Il faut que je revienne en arrière et que je modifie mes choses. Tu sais, les premières années qu'on a fait ça, il y avait beaucoup d'effaces et beaucoup de retours en arrière. Là, aujourd'hui, tu sais, on le sait d'avance qu'on a juste 16 planches de liliacée, fait qu'on part avec ça. Mais voilà. Fait que là, ça, c'est une sérieuse contrainte. Il y a beaucoup de maraîchers que je connais qui, quand je présente mes affaires, les autres trouvent ça trop contraignant, cette rotation-là. Parce que ça les force à être obligés de respecter un cadre. Ça les énerve. Mais moi, je pense que c'est bon de respecter les cadres parce que si on veut tenir une rotation, il faut qu'il y ait un cadre. Sinon, c'est n'importe quoi. Et encore une fois,